Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Explorateur Crypto, je suis Cryptomédic. Aujourd'hui, je vous présente l'interview de Johan Lolos, qui est un photographe que je connais depuis de nombreuses années. Et j'ai invité Johan pour nous parler de sa nouvelle plateforme NFT Photographers, qui est une plateforme dédiée à l'art et plus précisément à l'art dans la photographie. Un moment qu'on discute un petit peu sur les réseaux sociaux depuis 2014 qu'on s'est rencontrés entre guillemets. Et, ouais, tout à fait, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de se voir. Hein. Tu baroudes pas mal. Ouais, un peu moins récemment, mais c'est vrai que ouais, c'était difficile. T'es basé où toi? À Bordeaux, c'est ça? Je suis à Bordeaux, ouais. Ouais, c'est toi, ça. t'es revenu sur Liège? Ouais, toujours en Belgique. C'est vrai que Bordeaux, écoute, j'y suis jamais allé, quoi. Ouais, bah, tu viens quand tu veux, hein. Il y a la place à la maison. Hein. Cool, bah c'est gentil. Je prends note. Bah écoute, on va commencer simple. Hein. Je vais te demander de te présenter en 2 minutes, pour ceux qui ne te connaissent pas. Yes. Alors, je m'appelle Johan Lolos. Je suis photographe depuis de nombreuses années. Je crois que j'ai commencé la photo quand j'étais tout petit. Je sais que j'ai commencé la photo quand j'étais tout petit. Maintenant, c'est sûr que j'ai eu la chance de commencer à vivre de la photo en 2015. Donc là, ça va faire 7 ans. Photographe de voyage, j'ai commencé à d'abord voyager en Australie, Nouvelle-Zélande, et puis voilà, les choses se sont faites naturellement. J'ai profité de l'essor d'Instagram pour me faire une petite renommée dans le milieu. Du coup, mes premiers clients m'ont approché comme ça. Et là, c'est vrai que ça fait quand même 3-4 ans que j'ai complètement décroché d'Instagram. J'y suis encore pas par curiosité, plutôt par principe, parce que je sais que ça reste encore une belle vitrine pour certains clients, mais l'idéologie derrière Instagram me plaît plus. Donc j'ai exploré pas mal de nouveaux horizons récemment. Je me suis mis au podcast, je me suis mis à YouTube, mais tout ça prend beaucoup de temps. Donc c'est vrai que depuis que j'ai plus de stagiaires, j'ai plus trop le temps non plus pour m'occuper de tout ça. Et puis c'est vrai qu'il y a 1 an, j'ai découvert le monde des NFT. Et je me suis plongé dedans à fond, surtout depuis l'été dernier. Voilà, pour résumer en 2 minutes. Ok, bah c'est fou parce que, en fait, moi j'étais resté sur le Johan Lolos d'Instagram. Pour les gens, donc les gens ne savent pas, mais en fait, donc on a commencé à discuter nous en 2014 parce que toi tu partais en Australie au moment où moi je commençais mon tour du monde. Donc, je suis parti en Nouvelle-Zélande, donc c'est là comme ça qu'on a commencé à faire connaissance. Donc j'ai vu ta progression en photo qui a explosé vraiment au niveau de la qualité de tes photos. C'était assez dingue avec tous les paysages que tu découvrais et t'as vraiment profité pour acquérir des compétences photo qui étaient folles. J'en profite, je mettrai le lien un petit peu vers tes galeries. Je suppose que tu as toujours ta boutique en ligne. Moi, j'avais acheté. Non, même plus. J'ai la boutique en ligne pour le site. Pour le site, qu'est-ce que je dis? Pour le livre. C'est toujours possible d'acheter le livre. Moi, je t'avais acheté ton livre sur les pics d'Europe. Mais les tirages, non, les tirages, c'est terminé. J'ai arrêté les tirages en édition ouverte. J'expliquerai pourquoi. Après, mais tu voulais. Ouais, parce que j'avais vu effectivement que tu as arrêté, puisque j'avais même failli t'en acheter. Et puis, finalement, j'ai pris le livre. Et j'avais vu que tu voulais faire des tirages uniquement des tirages d'art au final en édition limitée, c'est ça, ouais, tout à fait. Ok. Tout à fait. Mais du coup, ouais, c'est vrai que
Ce qu'il y a, c'est que Facebook et Instagram, les algorithmes sont tellement mal foutus maintenant pour les particuliers que je vois que je rate beaucoup de choses, des gens qui m'intéressent, que j'adore suivre. Genre sur Facebook, j'ai 1000 personnes, à peu près 1000 contacts, mais il y en a très très peu au final que je vois. Et tu vois, j'avais raté complètement ton évolution de ces 2-3 dernières années, alors que je suis sûr que tu publies plein de choses. Je savais même pas que tu avais lancé un podcast ni une chaîne YouTube. Donc, c'est vrai. Alors, je t'avoue que j'ai pas trop communiqué. Vraiment, Instagram, je crois que si je fais entre 5 et 10 posts par an, c'est beaucoup. Depuis 3 ans, donc c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup. Alors effectivement, j'ai communiqué sur le podcast, j'ai communiqué sur le YouTube, mais voilà, c'est vrai que si tu l'as loupé le jour où je l'ai fait, il y avait peu de chances que tu le revois une semaine après, parce que j'ai finalement très peu communiqué. Je me suis en fait, avec le premier confinement, je me suis énormément formé à tout ce qui est digital marketing, donc j'ai passé beaucoup de temps à construire ma newsletter, et finalement c'était via la newsletter que je communiquais principalement. Donc chaque fois qu'il y avait un nouvel épisode de podcast, une nouvelle vidéo YouTube, c'était d'abord, en fait, quasi exclusivement via la newsletter que je l'annonçais. Donc voilà, c'est sûr que si c'était pas inscrit à la newsletter, à tous les coups, tu ratais là. C'est typiquement le genre de choses. Moi, je travaille pas mal. Maintenant, pour ma chérie, je lui ai fait son site internet et tout. Elle est esthéticienne. Et du coup, elle communique pas mal sur Insta. Maintenant, c'est elle qui gère sa com. Et je lui dis toujours un précepte que j'avais entendu de Stan Leloup en marketing, qui dit: vous êtes le seul à consommer 100% de votre contenu. Donc en fait, t'as beau rabâcher 10 fois par jour la même chose, il y a peu de gens au final qui le voient 10 fois par jour, et il faut pas hésiter à rabâcher pour être vu par tous ces contacts, quoi. C'est ça qui est pénible en fait. On est vraiment d'accord. On a du mal à discerner la limite de je rabâche trop et je saoule les gens, ou je rabâche pas assez et les gens ne m'ont pas vu. Ouais, je suis d'accord. C'est difficile finalement, et avec les algorithmes encore beaucoup plus difficile qu'avant. Donc voilà. Désolé si t'as raté l'info. C'est pas grave. C'est un peu de ma faute. J'ai décroché Instagram. Et puis après maintenant, c'est sûr que si pour tous les gens qui me suivent sur Instagram depuis des années et qui se demandent où je suis passé, c'est sûr que si tu me suis pas sur Twitter, tu peux te demander si je suis pas mort, quoi. Mais dès que tu arrives sur Twitter, tu vois que je suis plus que super actif. On va en parler évidemment, mais c'est vrai que Twitter, c'est devenu un peu ma maison depuis 5 mois à temps plein, quoi. D'accord. 5 mois à temps plein où je passe beaucoup d'heures par jour sur Twitter, qui est devenu en fait une plateforme où je crée un réseau, je crée une communauté, une nouvelle communauté, parce qu'on parle beaucoup de communauté, on parle d'audience, on parle de tout ça, c'est tous des points marketing très, très importants. Créer son audience, et c'est sur Twitter que je l'ai créé, ma nouvelle audience depuis... Pour te donner une idée, c'est marrant parce que moi, Twitter, je me souviens, on parlait sur Twitter déjà quand j'étais en Australie. Twitter, j'ai créé mon compte en 2008 ou 2009, je pense, et finalement, ça a stagné. J'ai jamais vraiment lâché Twitter, mais j'y allais vraiment. Je postais un tweet ou deux par mois, quoi. C'est tout. Ces dernières années, pas ouf. Et donc, j'ai toujours stagné à 4000 abonnés depuis 2008. Je l'avais vraiment dépassé ce plafond, je sais pas pourquoi. Et puis, en fait, maintenant que je me suis mis à fond sur Twitter depuis le mois d'août, les 4000 sont devenus 17 000, quoi, en l'espace de quelques mois, parce que, en fait, c'est la même règle pour tout, hein. Plus tu postes, plus tu es actif, plus tu gagnes, plus tu crées une audience, une communauté, et surtout si tu arrives à te placer directement comme un leader d'opinion, un expert dans ta niche. Et moi, effectivement, les NFT, la crypto m'intéresse. Moi-même, j'achète des NFT, j'achète un peu de tout, mais vu que je suis photographe et que je vends mes NFT en photo, j'avais pas envie de parler de tout. J'avais envie de parler que de NFT photo. Donc, du coup, si tu regardes mon Twitter, ça ne parle que de NFT photo. Donc, j'ai réussi, en tout cas, à me positionner dans cette niche-là et faire en sorte que les gens qui me suivent sur Twitter, je leur garantis qu'ils vont avoir que du contenu NFT photo, quoi. C'est vraiment marrant que je sois tombé sur toi. Alors en plus, c'est même pas sur Twitter, c'est juste on est sur un groupe en commun de NFT sur Facebook. Et quand j'ai vu les contacts sur le groupe, j'ai vu ton nom passer. Donc
tout de suite, j'ai tellement peu de personnes dans mon entourage qui sont dans les cryptos que tout de suite, je t'ai envoyé un message. Et c'est marrant parce que les NFT, moi, j'ai découvert les NFT en 2020, au printemps 2020, et surtout l'été 2020 où ça avait commencé à exploser. Et j'ai tout de suite vu le potentiel, en fait, pour les photos. Et quand j'en discutais avec les dizaines ou centaines de photographes que j'ai dans mes contacts, la plupart ne comprennent même pas de quoi on parle ou ne veulent pas le comprendre. Et du coup, quand tu m'as dit, donc, on va en parler. Hein, du coup, toi, comment t'es rentré dans les NFT et puis surtout, qu'est-ce que tu as développé? Je te laisse présenter ton bébé. Ouais, alors comment est-ce que je suis rentré dans les NFT? J'y suis allé très crescendo. C'est-à-dire que j'ai d'abord entendu, ça va faire un an, la première fois, je crois que la semaine prochaine, ça va faire un an que j'ai entendu parler des NFT la première fois. Donc depuis ce jour-là, j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai observé, j'ai énormément appris, je me suis éduqué, j'ai parlé avec pas mal d'artistes, j'ai regardé ce qui se faisait. En parallèle de ça, je te dis, je montais ma chaîne YouTube. Donc, si tu regardes un peu ma chaîne YouTube, tu verras que déjà au mois d'avril, j'ai publié une vidéo sur les NFT où j'expliquais. C'était pas une vidéo sur les NFT en général, c'était une vidéo sur les NFT pour les photographes. Donc, je disais voilà, est-ce que ça pourrait être intéressant pour les photographes ou pas de se balancer, de se lancer dans les NFT. Et moi-même, j'avais pas la réponse. Je faisais le pour et le contre et je disais voilà, je sais pas encore si je vais me lancer. En tout cas, le sujet m'intéresse et je suis en train de l'étudier, quoi. Donc ça, c'était avant l'été. J'étais dans une phase d'éducation et d'observation. Puis il y a eu le NFT Summer là, qui est apparu où ça a été un peu grâce au NFT Summer, en fait, il y a eu énormément de photographes qui commençaient à réussir parce qu'avant l'été, il y avait vraiment aucune place pour la photo en NFT. C'est-à-dire que tous les photographes qui vendaient des NFT se sentaient obligés d'animer leurs photos pour les vendre, vu qu'on était toujours dans les NFT pour le crypto art en tout cas, vu que les NFT c'est une très grande famille et ça ne parle pas que d'art, mais pour le crypto art, on était avant l'été sur beaucoup d'animation 3D, de l'illustration animée, et donc du coup les photographes qui voulaient se lancer là-dedans se sont dit pour que je sois crédible, pour être legit, il faut que j'anime aussi mes NFT, quoi. Donc c'est pour ça que tu avais des mecs comme Mario Testino, par exemple, qui son fameux portrait de Kate Moss, plutôt que de le balancer comme ça en style, il avait fait une animation zoom in, zoom out, et puis il l'a vendu. Enfin, je sais pas s'il l'a vendu, j'imagine que oui, mais il l'a balancé en NFT. Et puis voilà, c'était le cas, c'est ce qu'on voyait partout. Et donc là, j'étais pas tout à fait sûr, quoi. Et c'est ce que j'analyse un peu dans ma vidéo YouTube. Si tu vas la voir, j'explique ça j'explique voilà, si vous êtes photographe, vous voulez vous lancer en NFT. Vous avez peut-être intérêt à animer votre photo parce que pour le moment, il n'y a pas de place pour la photo en tant que telle. Et puis, comme je disais, il y a eu le NFT Summer où là, de plus en plus de photographes sont venus avec des NFT de still image et ça se vendait. Ça se vendait très bien. Ça a eu une explosion. Il y a eu une explosion au mois de septembre de collections photos NFT sur OpenSea je crois que ça même était un peu à l'abus, quoi. Tu avais des photographes vraiment qui débarquaient d'Instagram, qui prenaient leur feed d'Instagram, qui le mettaient en NFT et puis ils vendaient des collections de 20, 30, 50, 100 images et puis voilà, ça marchait très bien. Et donc moi, j'étais toujours dans ma phase d'observation. Et en parallèle de ça, à partir du mois d'août, quand j'ai acheté mon premier NFT, qui était un Profile Picture Project, je me suis dit, ça y est, ok, là je suis convaincu, le marché m'intéresse et j'ai aussi envie de commencer à vendre mes propres photos. Mais j'ai directement eu une stratégie en tête que je voulais appliquer. Je voulais certainement pas balancer une énième collection de photos sur OpenSea comme des centaines de photographes. J'avais un but, c'était je voulais être sur SuperArt. SuperArt qui était à mes yeux la plateforme la plus cotée et la plus valorisée à l'époque, qui l'est plus ou moins toujours aujourd'hui. Et donc SuperArt, contrairement à OpenSea, tu dois postuler, tu dois envoyer ta candidature, tu dois être accepté, ou alors tu as la chance d'être déjà d'avoir déjà été d'être sur le radar, quoi, under the radar of the marketplace, et donc tu as la chance qu'ils te contactent et te disent voilà, on a envie de bosser avec toi. C'était pas le cas en l'occurrence pour moi, donc moi j'ai envoyé ma candidature fin août et j'ai pas eu de réponse à cette candidature. Voilà, je perdais pas espoir, donc j'ai continué et en parallèle de ça, qu'est-ce que je faisais? J'ai commencé à être très actif sur la communauté parce que j'ai compris donc la communauté sur Twitter, j'ai compris que sur Twitter il y avait une énorme communauté de NFT, d'artistes NFT, de collectionneurs NFT.
et que c'est vrai que c'était difficile, de ce que j'observais, difficile de pouvoir espérer vendre des NFT si tu débarquais de nulle part en disant voilà, regardez, j'ai 1 million d'abonnés sur Instagram, je vous connais pas, vous me connaissez pas, mais voilà mes NFT, achetez-les. Ça marche pas. D'ailleurs, ça marche tellement pas que je peux te donner des exemples, je vais pas les citer, mais il y a des gens d'Instagram qui ont plusieurs centaines de milliers, voire des millions d'abonnés qui, en avril-mai, ont balancé leur premier NFT sur une marketplace et ça a un flop absolu parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'essayer de s'investir. C'était flagrant qu'ils étaient là juste pour le quick cash grab et qu'il n'y avait que l'aspect financier qui les intéressait. Donc forcément, je ne vais pas dire qu'ils ont été punis, mais les collectionneurs n'ont même pas porté intérêt à leur travail parce que les collectionneurs, il faut se dire qu'ils viennent pas d'Instagram, ils viennent pas du marché de l'art traditionnel. C'est des mecs comme toi et moi qui sont un peu nerd geeks sur les bords, qui ont eu la chance d'investir tôt dans la crypto, donc qui ont des millions en crypto aujourd'hui et qui ont envie d'avoir un beau retour sur investissement. Et c'est sûr que si toi, en tant qu'artiste, tu débarques d'Instagram en mettant tes NFT sur la plateforme et en espérant les vendre sans t'investir dans la communauté et sans faire comprendre aux collectionneurs que tu es là pour le long terme et que tu crois vraiment en cette technologie, forcément, ils vont pas parier sur toi. Donc, j'ai vite compris ça. Donc, je me suis dit, du coup, j'y vais à fond aussi, quoi. Moi, je suis vraiment bullish à mort sur les NFT. Je vais m'investir à fond dans la communauté. Et comme je te disais au début, avant qu'on commence à enregistrer, c'est que j'avais envie de devenir un leader d'opinion très vite dans mon secteur, dans ma niche qui était les NFT photo. Donc, j'ai fait ça pendant 2-3 mois. Je postais à mort. Vraiment, je postais jusqu'à 100 tweets par jour, quoi. Et à tel point que voilà, je voyais qu'il y avait une petite audience qui commençait à me suivre. Et puis, j'ai repostulé sur Super Rare au mois d'octobre. Et là, j'ai été accepté. Donc là, tout s'alignait parfaitement. J'avais une audience qui me suivait. J'avais une certaine crédibilité auprès de la communauté. Et j'avais enfin cet accès à Super Rare qui s'ouvrait pour moi. Donc là, voilà, tout était enfin prêt pour moi pour balancer mon premier NFT, quoi. Ouais. Et mon premier NFT, je l'ai balancé. Donc, c'était une série de 5 photos sur la thématique de l'Islande, des paysages islandais qui ressemblent à des peintures. Je les ai balancées une par une, donc tous les 9 jours. Entre le 25 novembre et le 31 décembre, j'en ai balancé une tous les 9 jours. Et j'ai eu la chance d'avoir ma première photo qui a été achetée au bout de moins de 24 heures après. Donc ça a été complètement énorme parce que après avoir étudié énormément le sujet, j'avais compris une chose, c'est que tu peux pas débarquer avec énormément d'attentes, quoi. Tu dois vraiment, comme on dit en anglais, lower your expectations. Et moi, j'étais vraiment prêt à balancer mes NFT et attendre des mois, voire des années, vu que je suis là vraiment pour le long terme. J'étais vraiment prêt à attendre très longtemps avant que ces photos se vendent, d'autant plus que je venais pas avec des prix des prix moyens ou des prix minimes. C'est que très vite je voulais me positionner comme les high-end artists en photo, donc j'avais pas envie de balancer mes premiers NFT à 0.1 ou 1 Ether comme la plupart des gens faisaient. Donc j'ai mis très vite à 7 Ether, et à l'époque l'Ether valait déjà plus de $4,000. Il a chuté depuis, mais donc potentiellement ça valait quasi 30 000 balles, quoi, $3,000. Donc, pour toutes ces raisons, je m'étais dit, voilà, forcément, je m'attends pas à ce que les gens achètent mes NFT du jour au lendemain. Et ça a été le cas. Ça a été le cas avec le premier, puis ça a été le cas avec le deuxième. Là, les 3 derniers n'ont toujours pas été vendus, mais voilà, j'ai été ultra ravi et honoré que ça me tombe dessus. D'affaires, quoi. Ouais, bon, après, moi, je vois pas du tout ça en termes de chiffre d'affaires parce que je cash out rien, je garde mes Ethers et je réinvestis surtout en NFT. Donc, il y a pas lieu de parler de chiffre d'affaires ni d'enrichissement pour le moment. Voilà, on a vu ce qui s'est passé, hein, là, les Ethers, toute la crypto market s'effondre. Donc si demain l'Ether tombe à 0, j'ai 0. Donc finalement, moi pour le moment, je vois pas ça comme de l'enrichissement ou un chiffre d'affaires, mais en tout cas, voilà, je pars du principe que je suis là. C'est comme quand j'ai investi en crypto en 2017. J'avais 7 000 euros à mettre. Je me suis dit, j'ai 7 000 euros. Si je les perds, je les perds. Mais en tout cas, j'y touche pas avant 2027. Voilà, c'était ça l'idée. Bon, entre-temps, du coup, j'ai touché à mes Ethers que j'avais achetés à l'époque parce que j'en ai besoin pour minter mes NFT. Mais le reste de mes cryptos, ils sont toujours là sur mon ledger. J'y touche pas et j'ai fait un pari sur 10 ans, quoi. Les NFT, c'est pareil. Je suis là, je débarque dans le monde des NFT en tant qu'artiste. Et si l'Ether crash aujourd'hui, c'est pas grave. Si il chute à $10, c'est pas grave. Je suis là pour les 10 ans et on verra bien. On en reparle en 2031, quoi. Ouais. De toute façon, on est tous. Enfin,
Moi, c'est ce que je dis aux gens. Hein. On est là pour le long terme. Faut pas viser au court terme. Ah ouais, non, ça c'est évident. C'est évident. Après, enfin, c'est évident pour moi et pour toi, mais c'est vraiment pas évident pour beaucoup de gens. Ça n'est pas pour tout le monde. J'ai vu beaucoup de gens déjà arriver cet été, des photographes arriver cet été, balancer une collection. Ils voyaient que c'était un peu galère quand même de vendre leur collection, et puis ils ont très vite perdu la motivation. Ils se sont barrés, quoi. Ouais. Ça, voilà. Et bah moi, c'est vrai que Super Rare m'avait pas mal attiré par rapport à la photo parce que c'était la seule plateforme que j'estimais suffisamment adaptée justement à de la photo, comme tu disais, à du style photographie, à de la photo fixe, quoi. Ça, pas animé, pas transformé en GIF. Et c'est vrai que j'avais vu que c'était assez difficile. Moi aussi, j'avais postulé, mais comme j'avais fait principalement de la photo de mariage, c'est vrai que j'ai pas derrière ta galerie qui peut faire plus photo d'art, puisque tu fais beaucoup de paysages. Mais tu t'orientes justement, tu crées un projet qui est beaucoup plus adapté aux photographes. Alors comment t'es venue l'idée, et puis parle-nous de ce projet. Ouais, donc ce projet, pareil, comme j'expliquais, j'étais tellement investi dans la communauté que je me suis très vite rendu compte que la communauté sur Twitter était 1000 fois plus soudée que la communauté que je pouvais avoir sur Instagram. Donc pareil, sur Instagram, en fait, Twitter aujourd'hui me rappelle Instagram il y a 7-10 ans. À l'époque où vraiment Instagram était fun, quand j'ai commencé sur Instagram, c'était en 2013, et je me souviens la belle époque des Instameets, on parle, il y avait absolument aucun esprit de compétition ou de rivalité, on parlait pas d'influenceurs, c'était juste des potes qui prenaient des photos et on se rencontrait, on allait se randonner dans les montagnes, quoi. C'était ça l'idée. Et aujourd'hui sur Instagram, j'ai plus de 400 000 abonnés. Sur Twitter, à l'époque, quand j'ai eu cette idée que je présentais, j'avais 10 000 abonnés. Et malgré ça, je m'étais rendu compte que, en fait, j'avais une beaucoup plus grande connexion avec ma communauté sur Twitter. À tel point que j'avais tweeté un jour que, malgré ma différence de nombre d'abonnés entre les deux plateformes, je suis sûr que si je balance un tweet en disant demain ou la semaine prochaine, je vais en Thaïlande à Bangkok, qui veut parmi les photographes aller boire un verre ou se rencontrer, je suis sûr que j'aurais eu beaucoup plus de réponses sur Twitter que sur Instagram. Et donc ça m'a fait un peu cogiter. Ça m'a fait cogiter. Et je me suis dit, putain, Twitter, il y a quand même beaucoup de bruit, c'est difficile de faire le tri. Et j'avais envie de créer une plateforme qui permettrait à des photographes de se connecter, de rentrer en connexion les uns avec les autres, avec une fonctionnalité sous forme de carte du monde, où tu verrais sur la carte du monde tous les photographes NFT à travers le monde, quoi. C'était ça l'idée de base. Et à côté de ça, en parallèle, moi, j'adore trier de l'art, j'adore le curation. Je consomme énormément d'art sous toutes ses formes, et il y a 2 mois, j'ai créé sur Twitter le NFT Photography Thread, où tous les jours, je mets en avant un artiste photographe NFT, où je montre 4 de ses photos et je balance tous les liens vers ces marketplaces, donc OpenSea, Super Art, Foundation, etc. Et donc tous les jours, je fais ça depuis 2 mois. Et donc en fait, j'ai mixé un peu les 2 idées. Je me suis dit, putain, moi qui adore tellement l'art et surtout aller vraiment chercher les meilleurs talents en photo, et j'ai envie d'avoir cet aspect communautaire sur une nouvelle plateforme, je vais créer une plateforme où tu vas avoir les meilleurs photographes les plus talentueux, parce qu'il faut être honnête, il y a beaucoup de merde, beaucoup de merde sur Twitter. Des gens qui n'ont malheureusement pas de talent et qui pensent qu'ils peuvent vendre, mais qui n'ont rien d'être artistes, quoi. Ils prennent des photos à leur iPhone de leur chat et ils balancent ça en NFT et ils s'appellent photographes. Malheureusement, voilà. Je pense que l'art est très subjectif et c'est pas à moi de dire ce qui est bon ou pas, mais en l'occurrence, ça, c'est pas bon et je pense qu'aucun collectionneur te dira que c'est bon. Donc, j'avais pas envie d'avoir cette plateforme ouverte à tout le monde. J'avais pas envie que ces gens qui prennent des photos de leur chat aient un profil sur ma plateforme, parce que ça n'aurait aucun intérêt. J'aurais recréé le bruit que j'essaie d'éviter sur Twitter et je voulais l'éviter. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu l'idée, j'ai commencé à bosser sur un site WordPress pour créer cette plateforme. Entre-temps, en parallèle, j'ai créé un Discord, une communauté sur Discord où j'ai invité, je teasais un peu sur Twitter quand j'étais, j'ai un gros projet pour la communauté NFT photographe qui arrive. Si vous voulez en savoir plus, rejoignez le Discord. Le Discord, il a explosé. On va redonner le nom. Il avait déjà 500 membres. On n'a pas donné le nom. On n'a pas encore donné le nom de ton site et du Discord.
Ouais, ça vient. Je tease là, je tease. Donc, j'ai invité les gens à rejoindre le Discord, qui était en fait, c'était un nom très générique, c'était NFT Photographers, c'est tout. Donc, j'ai invité les gens en disant, voilà, en gros, je crée la communauté des photographes NFT sur Discord. Donc, le Discord a très, très, très vite explosé. Donc, moi, je me suis très vite rendu compte aussi que j'allais avoir besoin d'aide. Donc, parmi les gens sur le Discord, j'ai demandé à des gens qui veut m'aider à être bêta-testeur pour le site, qui veut m'aider à modérer le Discord, etc. Donc, j'ai créé une team autour de moi. Et avec cette team, on a commencé à échanger. Et c'est là, avec cette team, qu'on a pris la décision de pas laisser tout le monde créer un profil sur le site. Ce site, il s'appelle nftphotographers.xyz. C'est un site qui se veut aujourd'hui être un index, une plateforme de référence, un peu un espèce de TripAdvisor pour la photo NFT. Donc, l'aspect communautaire est là, c'est-à-dire que toi, tu peux créer un profil et aller surtout aussi, si tu n'as pas de profil, aller sur la carte du monde et voir où sont les photographes à travers le monde, et tu peux aller de profil en profil, et chaque profil est les photographes, leur profil, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en avant leurs photos NFT. Ils expliquent qui sont. Il y a une vidéo, il y a une description de ta collection sur OpenSea, il y a ton floor price minimum, tu peux mettre les collectionneurs qui sont très connus dessus. Enfin bref, tu as plein de petites informations que tu peux ajouter à ton profil. Et surtout pour les collectionneurs, qu'est-ce que ça permet? Ça permet aux collectionneurs d'avoir, via tout un outil de recherche, une recherche avancée, d'aller chercher des talents nouveaux. Donc si tu es collectionneur, que tu as 1, 2, 5, 10 Ethers à investir en photo, et que tu sais pas chez qui investir, tu vas sur ce site, et en fonction de plein de critères de recherche, tu vas avoir des résultats qui vont être proposés et potentiellement tomber sur des photographes qui te plaisent. C'est ça l'idée. Donc nous, avec ma team, on a annoncé le site, on l'a lancé le 21 décembre, et on a annoncé que les gens avaient 10 jours pour créer leur profil et envoyer leur candidature, quoi. Parce que ces profils-là, tous les profils, une fois que la période de candidature se terminait le 31 décembre, moi et une team de 30 curators, du coup, que j'ai créé, ces 30 photographes que j'ai sélectionnés sur le tri, sur le carreau, sur base de plein de critères, mais notamment la diversité de leurs photos, leur expérience en matière de curation d'art. Je sais pas comment on dit curation en français, c'est un peu bizarre. Pas du tout. De sélection, voilà, on va dire de sélection. Donc j'ai créé cette team de 30, et en fait là depuis 2 semaines avec notre team, on est en train de passer en revue les 1000, parce qu'on a reçu 1000 photographes qui ont appliqué, qui ont envoyé leur candidature. On est en train de sélectionner les 1000 photographes pour aller sélectionner les maximum 200 plus grands talents. Et comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça de manière totalement anonyme et aveugle. Donc les curators, qu'est-ce qu'ils ont? Moi, je leur balance une galerie, et dans cette galerie, tu as le travail, tu as 1000 sous-galeries si tu veux. Donc les curateurs ne voient que le travail, que les photos qui ont été uploadées lorsque les photographes ont créé leur profil. Ils n'ont pas accès ni au nom du photographe, ni à leur sexe, ni à leur nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien du tout, en fait. Ils voient juste les photos. Et moi, je leur demande, voilà. Le premier round, c'était sur les 1000, chacun va sélectionner ses 100 préférés. Et donc, chacun a sélectionné ses 100 préférés. Et sur base de toutes ces sélections, j'ai shortlisté tous les photographes qui avaient reçu 20% des votes des curateurs. Donc, si tu avais minimum 6 votes, tu passais au round 2. Et donc là, sur les 1000, tu en as 234 qui passent au round 2. Et là, pour le moment, le round 2 est en train d'avoir lieu. Le deuxième round est en train d'avoir lieu. Et là, je demande aux photographes, voilà, sur ces 234, vous sélectionnez entre 50 et 75 photographes préférés. Et vous allez, en fonction de votre genre, vous allez attribuer 1 ou 2 points. Donc, si tu es un photographe, si tu es un curateur et que tu shootes de la street photo et que tu choisis un street photographe, tu lui donnes qu'un seul point. C'est pour éviter le favoritisme, parce que forcément, sur Twitter, tu as des potes. Enfin, c'est facile de reconnaître le travail de tes potes, quoi. Et donc, t'as pas envie non plus de donner du favoritisme à tes potes. Donc, pour éviter ce favoritisme, tu donnes 1 point au photographe que tu choisis qui shoot la même chose que toi, et tu donnes 2 points à tous les autres photographes qui shootent des choses différentes. Et qu'est-ce qui se passe? Tous les photographes qui ont minimum 12 points sont sélectionnés pour être affichés sur le site. Voilà comment ça se passe. Et donc là, on est en train de, ça prend fin demain. Le deuxième round prend fin demain, le 27 janvier. Donc début février, on va annoncer à mon avis, il y aura entre 100 et 150 photographes qui vont passer sur le site. Voilà. D'accord.
C'est trop tard pour moi alors. Alors, c'est trop tard pour toi pour se rendre là. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que tous les 2-3 mois, on va réouvrir les applications. Forcément, vu qu'il va y avoir chaque fois des nouveaux photographes qui vont débarquer dans le monde des NFT. Et donc, tous les 2-3 mois, évidemment, on va réouvrir les applications. Et pareil, il va y avoir une nouvelle section. Mais donc, ici, c'est un peu relou parce que c'est un site WordPress. Moi, j'ai fait tout ça tout seul et je suis pas du tout un tech ni un développeur. Donc, il y a beaucoup de limitations, il y a beaucoup de choses qui sont manuelles pour le moment et c'est pas le truc le plus simple. Donc ici, mais le site a eu tellement de succès aussi bien auprès des photographes que des collectionneurs que j'ai été contacté par beaucoup d'investisseurs qui veulent investir dans le projet, qui veulent m'aider à scaler le projet. Et donc là, je suis en train de parler avec eux pour lever des fonds pour que je puisse engager une team à la fois tech, mais aussi marketing, community management, etc., pour scaler tout le projet, pour le passer en Web3 directement, pour que les photographes puissent alors, plutôt que se connecter, ils connectent juste leur wallet et qu'en fait, toutes les informations soient automatisées et importées automatiquement sur leur profil, quoi. C'est un peu ça l'idée. C'est ce que j'ai vu. Et puis à terme, on a d'autres projets, ouais. C'est ce que j'ai vu ce matin. J'ai vu effectivement que ce matin ou hier, je sais plus, que tu cherchais un avocat, un fiscaliste en Belgique pour éventuellement une ICO. Ce qui est certain, c'est que je sais pas, parce que c'est effectivement, tu as mentionné que tu as vu que j'étais intéressé par ça via un groupe Facebook. Moi, j'ai rejoint tous ces groupes-là, mais vraiment en me disant, tiens, ça va peut-être me permettre d'avoir accès à un peu d'informations sympas. J'ai rien trouvé d'informations. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup d'infos poubelles. Il y a absolument rien qui vaille la peine d'être vu sur les groupes Facebook NFT que j'ai vu passer. Tous les photographes qui sont en train de nous écouter, qui veulent s'investir dans les NFT, éviter Facebook, c'est vraiment que de la daube. Allez sur Twitter et Discord, c'est là que les vraies informations pertinentes sont. Il y a énormément de podcasts là aussi qui sont très pertinents. Mais Twitter, il y a une communauté NFT de malades mentales. Alors c'est sûr que malheureusement pour ceux qui parlent pas anglais, ça va être difficile parce que elle est exclusivement anglaise. Donc c'est sûr que si on parle pas anglais, là pour le moment c'est vraiment difficile. Il y a aucun. Je connais une dizaine de photographes français qui vendent des NFT. Je connais encore moins de collectionneurs français qui collectionnent des NFT en photo. J'en connais un ou deux max. Mais donc oui, la communauté NFT sur Twitter est exclusivement en anglais. Maintenant, c'est tellement qualitatif et tellement intéressant. Enfin, ne fût-ce que rien que les Twitter Space, donc les espèces de rooms qui existaient. On parlait de Clubhouse il y a un an. Maintenant, Twitter a copié ça et ça s'appelle les Twitter Space, qui sont passionnantes. Je passe des heures par jour à écouter ces Twitter Space qui sont finalement des conversations entre photographes ou entre investisseurs ou collectionneurs, et c'est chaque fois une mine d'or. Et alors je les écoute, mais je participe aussi. On peut, voilà, c'est comme Clubhouse, quoi. Si tu as envie de participer, tu lèves la main, on t'invite sur scène et tu parles. Voilà, c'est vraiment une mine d'or, quoi. Et Twitter, c'est pour ça que je passe autant de temps, c'est que non seulement ça me permet de construire mon audience et aller chercher les collectionneurs. Ici, je sais que j'ai créé ma petite liste de collectionneurs, donc chaque fois que je vois qu'il y a des collectionneurs qui achètent de la NFT photo, je les ajoute dans une liste. Je crois je suis suivi par 300 ou 400 collectionneurs, donc moi forcément mon but aujourd'hui c'est d'être vu par les collectionneurs et de créer des relations avec eux pour qu'à terme ils achètent mes photos. Ça c'est pas possible de faire ça sur Facebook vu qu'ils sont tous sur Twitter. Et donc c'est aujourd'hui Twitter, c'est devenu mon travail, quoi. C'est-à-dire que je suis tellement optimiste et croyant sur le fait que les NFT vont révolutionner le monde, qu'ils vont faire partie de la vie quotidienne des gens, monsieur tout le monde, monsieur et madame tout le monde d'ici 2-3 ans. Et je parle pas du crypto-art, encore une fois, je parle de la technologie NFT qui va remplacer tout ce qu'on connaît. Pour moi, j'investis tout mon temps. En fait, c'est vraiment ça le mot. J'investis mon temps aujourd'hui à fond dans les NFT. C'est pour ça que je fais quasi plus que ça, parce que je refuse des contrats, je refuse des jobs à gauche à droite. J'ai même oublié de m'investir dans mes podcasts et YouTube parce que je pense que l'investissement en temps que je passe aujourd'hui sur Twitter va payer à terme, et que je pense qu'on est encore tellement tôt qu'il y a beaucoup de choses à créer. Tu parlais de super rare. Je t'interromps, j'en ai juste pour 30 secondes. Tu parlais de super rare, qui était selon toi la meilleure plateforme pour la photo. C'est clair que super rare, voilà, c'est très exclusif et quasi élitiste parce que c'est difficile d'être accès. Je pense à l'heure d'aujourd'hui, on est que
je pense pas qu'il y ait plus de 100 photographes sur Super Rare. Il y a peut-être entre 100 et maximum 150 photographes sur Super Rare actuellement, sachant qu'avant l'été, il y en avait 20 maximum. Donc ça monte, ils sont en train de s'intéresser vraiment à la photo. Maintenant, tu as des marketplaces comme Foundation qui, là, pour le moment, sont en train de tout exploser niveau photo. Mais là, on parle de plusieurs milliers de photographes. Et OpenSea, on parle... en tout cas, Foundation, je veux dire plusieurs centaines de photographes, plus de 1000, ça c'est certain, et OpenSea, plusieurs milliers, ça c'est évident. Ouais. Mais il y a une énorme communauté de photographes NFT. J'ai découvert Foundation, alors j'en avais un peu entendu parler avant, mais j'ai créé mon profil justement en venant sur NFT Photographers, où j'ai vu que la plupart avaient un profil sur Foundation, mais j'ai vu qu'on peut s'inscrire. Mais c'est pareil, pour pouvoir afficher ces NFT, il faut être tu dois être invité. Mais tu dois être invité par un artiste, par contre. C'est ça. Donc c'est beaucoup plus facile à choper. Ouais. Donc ici, par exemple, je ne sais pas si tu as vu passer, je ne sais pas si tu es sur le Discord de NFT Photographers. Oui, je me suis inscrit. Je n'ai pas encore eu le temps de trop participer, mais je regarde un petit peu. Ici, ça a pris fin avant-hier. Là, pendant une semaine, on avait un concours où on offrait, il y avait 14 invitations Foundation à gagner. Donc, il y a 14 photographes qui viennent d'être invités sur Foundation grâce à nous. Ouais. Donc, Foundation, je pense que c'est vraiment assez simple. Même sur Twitter, tu tapes Invite Foundation, tu vas trouver un paquet de photographes qui disent voilà, j'ai un paquet d'invitations à offrir. Balancez votre travail et si j'aime bien, je vous invite. Quoi. Ouais, je crois que c'est vraiment c'est pas dur. Ouais, ça va évoluer un petit peu comme Clubhouse au départ, où c'était aussi sur invitation, et puis après ils ont élargi le nombre d'invitations. Et c'est le temps que ça démarre. Du coup, tu m'apprends vraiment quelque chose avec le fait que Twitter soit aussi efficace d'un point de vue job, quoi, communication, réseau. Moi, je connais Twitter maintenant depuis 2007. Je crois que j'ai créé mon compte en 2007 et j'étais hyper actif avant. Mais je l'utilisais plus comme un médium d'actualité, en fait, comme un partage d'actualité, ou effectivement pour discuter un petit peu de tout et de rien. Mais je n'avais pas vu à ce point-là le potentiel d'un point de vue professionnel. C'est venu par moi, c'est venu très tard pour moi aussi. J'ai utilisé Twitter pour la même chose que toi. Mais bon, j'ai toujours su qu'il y avait une énorme communauté de crypto-addicts sur Twitter. NFT crypto est très connu. Twitter est très connu. Je suivais vraiment de très loin. Comme je disais, j'ai investi en 2017 et mon but n'est pas de trader rien du tout. Donc en fait, que ça chute ou pas, j'en fous. Donc c'est pour ça que je suivais 3-4 comptes crypto sur Twitter, mais c'est tout. Mais donc par conséquent, vu qu'il y a une énorme communauté crypto sur Twitter, tu as forcément aussi une énorme communauté NFT sur Twitter. Et à partir du moment où c'est là que se font les relations entre artistes et collectionneurs, voilà, il faut pas chercher plus loin, quoi. Il faut pas chercher plus loin, c'est là que tu dois être, parce que c'est là que tes clients sont, tout simplement. Tout à fait. Je voulais te demander quelle était ta vision du futur pour les NFT et la photographie. Alors pour les NFT en général, elle est je sais pas si elle est si pour les NFT, pour le marché des NFT, elle est très optimiste. Maintenant pour le monde, est-ce qu'elle est optimiste? Ça c'est encore un autre débat. C'est autre chose. C'est autre chose. Donc pour moi c'est évident. J'étais à NFT Paris ici le week-end passé, qui était un chouette événement à Paris avec pas mal de conférences très sympas et où on parlait notamment du futur des NFT. La technologie NFT va se remplacer tout dans le monde. C'est-à-dire, tu avais Gucci, par exemple, qui était là pour parler de comment est-ce que les marques de luxe vont utiliser les NFT à l'avenir. Bien sûr. Par exemple, Gucci sont déjà en train de penser à leur site en ligne. Là. Donc, déjà, il y a 2 types d'applications. Il y a clairement le côté, ils vont aller combattre les contrefaçons grâce au NFT. Le NFT, c'est jamais qu'un certificat d'authenticité. Donc, grâce au NFT, chaque fois que tu vas acheter ton sac Gucci, tu recevras le NFT qui va avec. C'est ça. Donc, comment tu peux être certain, parce que des NFT aussi, tu as des contrefaçons en NFT, bien sûr. Comment savoir que le NFT sera bien délivré par Gucci? Là, c'est tout simplement grâce à la traçabilité des NFT et de la transparence. Donc, si Gucci crée 10 000 sacs qui sortent d'usine par an,
par an, ils vont minter 10 000 NFT. Ouais. Et tout ça sera traçable. Donc, toi, quand tu revends ton sac Gucci quelque part sur Marketplace, celui qui te rachète, il est persuadé à 100% d'avoir un authentique grâce au NFT qui est lié au sac. Ça, c'est une application des NFT. Gucci expliquait aussi que pour personnaliser l'expérience d'achat des clients qui sont intéressés par acheter du Gucci, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se connecter sur le site de Gucci et plutôt que naviguer sur le site comme ils le font aujourd'hui, ils vont pouvoir connecter leur wallet sur le site Gucci et leur wallet qui, à terme, ça c'est une évidence absolue, j'en suis persuadé, à terme, ton wallet, ça va tout dire sur toi. Ça va être vraiment ton identité. C'est-à-dire que tous les NFT que tu possèdes dans ton wallet vont dire tellement sur toi. Je pense que les gens, potentiellement, vont postuler pour des jobs à l'avenir, plus avec des CV, mais avec des wallets. Je pense qu'on pourrait déjà partir sur ce genre d'idée. Et donc, aujourd'hui non. Demain, tu iras sur le site de Gucci, tu connectes ton wallet. Gucci, du coup, va avoir accès à tous les NFT que tu as achetés ou que tu as reçus gratuitement, peu importe, mais les NFT qui font partie de ton wallet. Et en fonction de ce que tu as déjà acheté et ce que tu aimes, ils vont, eux, pouvoir t'afficher un site complètement personnalisé par rapport à tes goûts. Donc, il n'y a plus besoin d'aller demander des cookies, des RGPD, des informations privées à Facebook, etc. Ils n'auront plus besoin du tout de ce genre d'informations privées. Ils vont juste avoir besoin à avoir accès à ton wallet et tes NFT. Et donc, ça, c'est une autre application. Et ils étaient tellement persuadés que ça va révolutionner le monde du e-commerce. Et j'en suis persuadé aussi. C'était passionnant à écouter. Donc, je pense que les NFT, ça va révolutionner le monde. Je pense que ta maison, dans 10 ans, tu l'achèteras plus chez le notaire, tu l'achèteras sous forme de NFT. C'est sûr. Tu connais Realty? Pardon? Tu connais Realty? Non. Alors, Realty, c'est justement de l'immobilier tokenisé. Moi, j'ai plusieurs jetons de plusieurs immeubles. C'est aux États-Unis pour le moment, les immeubles, mais ils sont en train de réfléchir au niveau législatif à comment importer ça en Europe et en France notamment. Mais en gros, tu peux acheter des jetons, c'est $50 le token. Tu achètes tes tokens, donc tu peux diversifier ça sur plusieurs biens immobiliers et tu touches en rétribution le loyer qui est généralement c'est autour de 11%, donc très bon rendement immobilier. Et tu touches ton loyer en ce moment, c'est en DAI. Soit tu le touches en DAI, soit avant c'était en USDC, mais les frais Ether ont tellement explosé qu'ils sont partis sur la blockchain XDAI. Et sinon, tu peux choisir de les réinvestir dans d'autres biens immobiliers. Et du coup, on donne accès effectivement à l'investissement immobilier, même aux jeunes de 18 ans, quoi, parce que tu n'as pas besoin de faire d'emprunt pour aller acheter $50 par mois d'immobilier. Et ça fait partie, mais il y a, comme tu dis, il y a tellement d'usages aux NFT. Et sans compter tout ce auquel on n'a pas pensé encore. Et là, tu vois, tu parlais des contrefaçons. Je viens juste d'aller m'acheter ma première montre automatique pour mon mariage. Et je regardais un petit peu les sites sur les Rolex et tout ça, et j'ai halluciné sur la qualité des contrefaçons, si bien que je regardais pour acheter une montre d'occasion, j'ai vite laissé tomber l'idée. J'ai dit je préfère aller acheter une neuve, tant pis, et payer plus cher, mais au moins je suis sûr d'avoir une vraie. Que c'est vrai qu'avec les NFT, tu pourras acheter à un particulier sans te poser la question de savoir si c'est une vraie ou une fausse, quoi. Ils auront juste à graver un QR code sur ton boîtier qui correspondra au NFT, et puis voilà. Exactement, c'est vraiment tout à fait ça. Donc oui, moi je pense que ça fait aucun doute que les NFT vont faire partie de la vie de tous les jours de monsieur et madame tout le monde. Et alors, par rapport à ta question sur l'avenir de la photo et l'avenir pour les artistes en général, je pense qu'ici on est vraiment en train de vivre une révolution pour les artistes, dans le sens où enfin les artistes et donc les photographes peuvent vivre de leur art, c'est-à-dire ils peuvent vivre et de manière décente de choses qu'ils aiment shooter, parce qu'évidemment tu as des photographes aujourd'hui qui vivent très bien, mais la plupart, voire quasi la totalité des photographes aujourd'hui sont obligés d'accepter des contrats corporate ou des contrats alimentaires pour pouvoir vivre. Je suis même pas sûr honnêtement de pouvoir te citer 5 photographes qui aujourd'hui ne vivent que de ce qu'ils shootent par passion. J'ai pas l'impression d'en connaître.
Moi, le premier. Hein, j'adore faire du voyage, j'adore faire du paysage. C'est pas assez pour vivre. Je suis obligé d'accepter des contrats avec telle marque ou telle marque ou telle marque parce que c'est eux qui viennent avec les gros billets. Mais les NFT vont remplacer ça. Si vraiment, alors je pense qu'il va y avoir une correction du marché. Hein, là, on est dans une euphorie, c'est un peu le Far West, tout le monde profite un peu de ce qu'il y a à se faire. Mais ce qui est beau, c'est que toutes les cartes sont redistribuées aussi. D'autant plus que pour le moment, les grands artistes qui sont reconnus et qui sont vendus en galerie ne sont pas encore là-dedans dans les NFT. Donc, le jour où ils vont arriver, évidemment, toutes les cartes vont être redistribuées. Il va y avoir une correction des prix, c'est évident. Mais pour le moment, les cartes sont redistribuées dans le sens où les collectionneurs actuels en NFT ne sont pas des collectionneurs de l'art traditionnel. Pas tous. Certains oui, mais pas tous. Une majorité ne l'est pas. Donc, eux, ils vont juger quoi ? Ils ne vont juger que la qualité de l'art. Ils vont pas juger tes relations, ton networking. Si tu es dans telle ou telle galerie dans le monde traditionnel, ils s'en foutent, ils s'en contre-foutent. Ils vont juste voir tes photos et ils vont dire « Ok, t'es vraiment un putain de bon photographe, mais alors j'investis sur toi. » Et potentiellement, tu veux autant qu'un Salgado, quoi. C'est ça. Et c'est comme ça que ça va se passer. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Maintenant, je me trompe peut-être complètement et qu'on va retomber dans un système très élitiste où finalement, c'est que les maîtres et les photographes renommés qui vont avoir accès à tout. Parce qu'il va y avoir, il y a des putains d'opportunités qui sont en train de se créer. Si tu as envie d'être agent NFT maintenant pour artiste NFT, tu deviens millionnaire en un an, je te le garantis. Si tu veux ouvrir une galerie NFT, pareil. Ces gens-là sont en train d'arriver, je les vois, ils sont en train d'arriver sur le marché. Les galeries NFT, les agents NFT, ils arrivent. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là ? Les premières choses qu'ils vont faire, c'est aller récupérer les gens qui vendent très bien dans le marché traditionnel pour les faire débarquer dans les NFT. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Mais moi, je pense et j'espère croire que les cartes sont redistribuées et que tout le monde a sa chance du moment que tu fais de la qualité, évidemment. Et puis tous ceux qui font pas de la qualité, et il y en a énormément, encore comme je disais, ils vont devoir passer à la trappe, c'est évident. Mais du coup, je pensais de plus en plus à centrer un petit peu ce podcast sur les NFT et le métaverse, parce que quand je vois l'évolution depuis 2 mois maintenant que j'ai lancé le podcast, quand je vois l'évolution des NFT, je me dis il y a largement assez de contenu pour créer un podcast uniquement dédié à ça. Et voilà, et je pense que vraiment m'orienter là-dessus, parce que comme tu dis, il y a tout un panel de métiers, d'activités qui n'existent pas encore et qui sont en train de se créer autour de ça. Et je pense que de mettre ses billes dès le début, c'est le meilleur moyen pour être bien placé lors du prochain bull run, quoi. D'ici 2024-2025. Voilà, si t'es déjà, toi, tu vois, tu crées déjà ta plateforme NFT Photographers. Là, si on rentre en bear market, ça va forcément se calmer. Mais c'est tant mieux, ça te laisse le temps de planifier ton ICO et de monter ton business tranquillement, sans avoir tout ce bruit autour. Et puis après, une fois que le marché repart à la hausse, t'es déjà prêt, quoi. T'es déjà installé. Ouais. Après, moi, pour être tout à fait honnête, l'idée, je l'ai eue pour aider la communauté. Mais je suis pas un entrepreneur dans l'âme. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie que mon job demain, ni dans un an, ce soit CEO d'une plateforme en ligne, quoi. Jamais de la vie. C'est-à-dire que là, je suis en train de parler avec les investisseurs, on va lever les fonds. Si déjà demain, je lève 500 000 € et que j'ai l'opportunité d'engager un CEO pour me remplacer, je le fais immédiatement. J'ai envie, moi, de me concentrer sur ma photo, sur mon art, chose que j'ai plus du tout le temps, malheureusement, de faire depuis un mois, là. Et ça me manque. Donc là, au plus vite, j'engage une team qui va gérer de A à Z. Donc moi, en fait, j'ai juste envie d'être actionnaire majoritaire du truc. J'ai eu l'idée, voilà, je me retire et puis je vous donne des idées, je vous donne la direction, et puis c'est à vous de vous démerder, quoi. Et puis oui, c'est comme ça que je vois le truc. En tout cas, j'ai pas du tout envie de passer mes journées à gérer un site qui va être génial, je pense. Mais c'est pas mon métier. C'est pas ce que j'ai envie de faire de ma vie. Donc voilà. Moi, j'ai surtout très envie de retourner faire des photos, quoi. C'était quoi ton dernier voyage ? Là, j'étais en Turquie. Là, je suis rentré il y a une semaine. J'étais en Turquie pendant une dizaine de jours. Première fois que j'allais dans le pays, j'ai beaucoup aimé. Ouais, j'en ai entendu beaucoup de bien. J'ai une amie qui vit là-bas, qui est à fond dans les cryptos d'ailleurs. Et t'as pu faire de belles photos ? Ouais, j'y allais pas pour la photo
de prime abord, j'avais envie d'essayer. C'était pour un test drive, quoi. Il y avait un véhicule qui m'intéressait, j'ai envie de le tester. D'accord. Et c'était une boîte turque qui les mettait à disposition. Donc j'ai été en Turquie principalement pour ça. Forcément, j'en ai profité pour faire des photos. Donc je fais un petit road trip, quoi, d'Istanbul à Cappadoce. Et à Cappadoce, c'est sûr que c'est difficile de pas faire des belles photos. C'était incroyable. Bonjour, la Cappadoce, c'était magique. Donc ouais, assez ravi finalement avec ce qui en est sorti. Même si je te dis, j'avais juste pris mon Fuji X100, quoi. Meilleur appareil du monde. Moi, ouais, j'adore. Tu sais, je l'ai revendu. J'avais le X100S que j'avais acheté d'ailleurs avant le tour du monde. Ça a été mon entrée chez Fuji. J'ai revendu le X100S il y a 4 ans, je crois. Et depuis, j'ai pas arrêté d'hésiter à le racheter. Pour te dire, l'année dernière, j'ai profité justement du top de mon wallet pour m'offrir le GFX 100S. Et au final, c'est gros. Et je l'utilise très très peu, beaucoup trop peu par rapport au prix que ça coûte. Ça me fait mal au cœur. J'avais même essayé de le revendre, mais du coup, il y a très peu de personnes qui cherchent à acheter du moyen format. Et vraiment, le X100S. Je pense que si tu fais pas du studio, ça vaut pas la peine, je pense. Non, le X100S, tu l'as toujours dans la poche, dans le sac, ça prend pas de place. Et pour moi, le meilleur appareil photo, c'est celui que tu as sur toi, quoi. Ouais, moi je suis fan. Et bon, après, il y a un seul photographe que je connais qui a fait un travail de malade mental au GFX. Je veux dire, un travail de malade mental hors studio. C'est-à-dire que le mec, il est parti au Népal et il a ramené des photos de malade. Le mec, il s'appelle Bastian Wood. Je sais pas si tu connais ça, un photographe hollandais. Non, attends, Bastian Wood, ouais. Donc, photographe hollandais qui est à la base photographe de portrait studio, quoi, fashion. Et donc, il a toujours travaillé au moyen format. Il était au Phase One pendant des années, puis il est passé chez Fuji. Et là, son travail sur le Népal, il est malade mental. Tiens, d'ailleurs, j'ai ici deux de ces tirages. Je sais pas si tu vois. Donc, à gauche, ça vient du Népal. Ça, c'est son travail habituel. Ça, d'accord. En studio. Et ça, c'est un portrait qu'il a pris au Népal, quoi, avec le Fuji. J'adore. Franchement, le travail de port. J'adore son taf. Et là, je me dis, putain, le mec, il est parti avec son matos Fuji GFX 100 au Népal, randonner dans les montagnes. Un balèze. Mais moi, j'aurais pas le courage, je t'avoue. Ah, c'est un excellent appareil. Ouais. Et puis, il est vraiment pas cher pour du moyen format, la concurrence. Ouais. Il est vraiment pas cher, quoi. Donc, c'est vrai que j'y avais déjà pensé. Je me suis dit, oh là là, c'est tellement énorme, c'est tellement gros. Bah, tu reviens au format réflexe. Après, c'est pas plus gros qu'un réflexe traditionnel. Non, mais c'est ça. C'est que moi, je suis toujours pas passé en hybride. À part le X100, mais je suis toujours chez Nikon avec mes réflexes D850 là. Ouais, mais tu aurais la même taille avec forcément. le GFX. Ouais, c'est ça, mais bien sûr, mais sauf que là, j'ai envie de passer sur un modèle plus petit, plus compact, plus léger. Moi, je suis en Fuji depuis 2014 et franchement, j'ai jamais eu envie de revenir au format réflexe. Ouais. Le X Pro, X Pro 2, pour moi, t'as pas la qualité full frame, mais franchement, t'as un tel plaisir à utiliser l'objet que c'est vraiment génial. Non, j'en doute pas. Voilà, donc je vais passer sur une gamme hybride bientôt, je sais pas encore laquelle. Ouais, il y en a beaucoup qui passent sur Sony. Je t'avoue que j'ai essayé le Z1. C'est vrai que le A1, je l'ai essayé chez Sony, il est vraiment incroyable. Ouais. J'ai essayé le R5 chez Canon qui m'a bluffé, mais comme jamais. Et là, je suis curieux du Z9 parce que j'aimais pas le Z6 et le Z7 chez Nikon. Et je suis curieux du Z9, mais j'aime pas le fait que ce soit un monobloc. Pareil, il est aussi lourd que mon D850, donc pas d'intérêt pour moi. Même si je pense que ça va être une petite bombe, quoi. On verra. Voilà, ça presse pas. Et après, tu as Julien Grondin qui a un peu laissé tomber le réflexe pour faire que de la photo à l'iPhone maintenant. B-Boy. Ok, bah ouais. Ouais, j'ai vu qu'il se lance à fond dans les formations iPhone surtout. Ouais. Formation iPhone. Et puis c'est vrai que tu regardes un petit peu son compte Insta. C'est vrai qu'il arrive à tirer le maximum de son iPhone. C'est vraiment sympa aussi ce qu'il fait. Ah ben pour du landscape, c'est évident. Hein, je veux dire, pour du landscape... mais j'irais pas faire du docu avec du docu ou... Tu sais que j'ai jamais trouvé. Il y a encore moins d'animalier, quoi. Je voulais vraiment faire un mariage à l'iPhone,
Mais pas en tant que Ah ouais photographe primaire, parce que voilà, t'as forcément des ratés. Mais en second shooter, juste pour le plaisir, faire un plein reportage à l'iPhone, ça me plairait bien. Ouais. Juste pour le. Je crois que c'est un beau challenge. C'est un beau challenge, ouais. Bon, après, ça doit être difficile. Mais... Ouais. C'est vrai que moi, j'ai un iPhone, mais je n'utilise jamais l'appareil photo. Jamais. Je sais pas pourquoi. C'est pas dans mes habitudes. Et je voulais te demander une petite dernière question. Est-ce que tu peux donner, c'est un peu la question que je posais à tout le monde, est-ce que tu peux donner 3 conseils pour les explorateurs crypto qui nous écoutent, que ce soit au sujet des NFT ou plus généralement sur la photo ou les cryptos, ce qui te passe par la tête? Le premier conseil, c'est vraiment de rejoindre Twitter. Ça, c'est évident, franchement. Si vous n'êtes pas sur Twitter et que vous voulez vous lancer dans les NFT, c'est difficile de faire sans aujourd'hui, je pense. Enfin, j'en suis persuadé. Tous les photographes que je vois sur Facebook parler dans les groupes NFT, en vrai, j'ai jamais entendu parler d'un seul de ces gens-là, d'un seul de ces photographes, et je pense que les collectionneurs non plus. Donc aujourd'hui, je pense avoir une vision très proche de la réalité de ce qu'est le marché en NFT photo. Forcément, je me suis créé une grande communauté et pas mal de relations, et je vois qui vend bien et qui vend moins bien. Et donc, c'est sûr que, en tout cas, j'ai une bonne vision de ce qui se passe, et j'ai jamais vu aucun photographe qui cartonne en NFT passer du temps sur Facebook. Enfin, donc vraiment, malheureusement, désolé pour ceux que ça excite pas, mais si vous n'êtes pas sur Twitter, vous n'y arriverez pas, en tout cas pas pour le moment. Pour le moment, il n'y a rien de mieux que Twitter pour se faire un réseau et connecter avec des collectionneurs. Donc, première chose, c'est aller sur Twitter si c'est pas le cas. Deuxième conseil, je dirais vraiment prenez votre mal en patience, pas tant dans le fait d'attendre que les NFT se vendent, mais plutôt ne vous précipitez pas à directement, dès que vous arrivez sur Twitter, mettre en vente vos NFT dans le jour qui suit, quoi. Moi, j'ai attendu 10-11 mois avant de le faire. J'ai vraiment pris le temps de comprendre la technologie, comprendre les différents types de blockchain, comprendre en fait tout sur les NFT. J'ai étudié, quoi. C'est comme si j'avais fait un master en NFT. J'ai étudié pendant 11 mois non-stop. Étudier, ça veut dire écouter des Twitter Space, passer 6 à 10 heures par jour sur Twitter, écouter des podcasts, regarder des vidéos sur YouTube, voilà, m'enrichir et comprendre comment ça se passe. Et puis vraiment, le jour où vous êtes persuadé que ce monde est fait pour vous, parce que peut-être que c'est pas le cas, si vous pensez que c'est fait pour vous, alors vous pouvez sauter, faire le grand saut, quoi. Mais de grâce, ne venez pas directement avec vos grands sabots sur Twitter et balancer vos NFT le jour d'après. Vous allez, en plus de ça, être mal vu par tout le monde en disant mais qui c'est ce gars qui débarque de nulle part? On l'a jamais vu interagir avec les gens et il balance directement dessus. Vous allez paraître pour le gars qui veut juste débarquer pour se faire un peu de thune et partir, quoi. Donc ça sera jamais bon. Et enfin, dernier conseil que je pourrais donner, c'est quoi? Je sais pas, c'est déjà 2 bons conseils, là. C'est 2 très bons conseils. On n'a pas encore eu, voilà. En plus. Ouais, sur les voyages, tiens, t'as pas un tip pour les voyages? Pour changer un peu. Pour les voyages, faites-vous vacciner. C'est un bon conseil, là. Si vous voulez voyager, faites-vous vacciner. Je pense que c'est un bon conseil. Tu sais que je suis infirmier aussi, donc je peux pas te donner un conseil inverse, hein. Ça, c'est sûr. Je sais bien, ouais. Non, mais honnêtement, je crois que si t'es plus vacciné, là, c'est difficile de voyager, hein. Ouais. Voilà, l'interview touche à sa fin. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu et que vous avez apprécié tout ce que Johan est venu nous apporter pendant 1 heure dans cette émission d'Explorateur Crypto. Pour ma part, j'ai appris énormément de choses. Désolé, sur la fin de l'émission, on a un petit peu plus dévié sur l'aspect purement photographique en parlant de matériel et tout ça. Mais c'est vrai que la photo, c'est avant tout une passion pour nous deux. Et essayer de discuter avec un photographe sans aborder l'aspect matériel, c'est quasi mission impossible. On aime tous discuter un petit peu du dernier appareil photo qu'on a acheté. Et voilà, c'est avant tout de la passion. Et c'est vrai que dans une émission comme celle-ci, qui combine à la fois la passion qu'on a pour l'art, pour la photographie, et pour les NFT et la crypto, forcément, on avait beaucoup de choses à se dire et je crois que c'est une émission qui aurait pu durer pendant des heures.
Donc merci à toi Johan pour cette intervention et j'espère te retrouver très bientôt dans une prochaine émission sur Explorateur Crypto. Et pour vous tous, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Au revoir. It's the money, it's the money, it's the money, yeah. It's the money, it's the money, it's the money, yeah. It's the money.